Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette présentation intitulée Études exploratoires sur le cadenassage dans le secteur des affaires municipales au Québec. Rapide mise en contexte, comme vous le savez déjà, le cadenassage se retrouve dans la réglementation au Québec, c'est l'article 185 du RSST. Toute intervention de nature maintenance, réparation ou déblocage dans la zone dangereuse d'une machine nécessite l'application d'une procédure de cadenassage. Et les étapes de cette procédure sont: on arrête l'équipement en premier lieu, on isole les énergies, le cadenassage cible vise la maîtrise des énergies dangereuses. Alors deuxième étape, on isole ces énergies, on condamne les dispositifs d'isolement des énergies à l'aide de cadenas ou autres dispositifs, on purge les énergies résiduelles. Et dernière étape, c'est la vérification de l'absence de l'énergie qui s'effectue notamment par l'utilisation d'instruments de mesure ou des tests, un arrêt. On essaie de démarrer la machine à nouveau pour voir si les énergies sont toujours présentes ou non. En termes de constat, je vous dirais que de par le nombre relativement élevé d'accidents liés aux machines, on peut dire que le cadenassage demeure problématique, malgré une apparence, malgré une simplicité. Le cadenassage, quand on le présente dans le milieu universitaire ou au niveau de la recherche, ça paraît simple, ça paraît une problématique relativement simple à régler. Mais on se rend compte bien vite que dans la vraie vie, dans les usines ou dans le secteur municipal, comme vous allez le voir, l'implantation ou l'application pose de nombreux défis. À la demande de l'APSAM en 2009, suite à la première étude, nous avons proposé une étude pour explorer le cadenassage dans le secteur. Et les retombées ciblées par l'APSAM, c'était un enrichissement des connaissances existantes, mais aussi une sensibilisation et outiller les municipalités en matière de cadenassage. Alors, au niveau des municipalités au Québec, je voudrais que majoritairement, c'est des petites municipalités, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Les 2/3, c'est moins de 2000 habitants, et pour un total d'un peu plus de 1000 municipalités. Et en termes de personnes impliquées dans ce secteur, c'est presque 100 000 travailleurs. Col bleu, col blanc, bien entendu, pas tous des travailleurs directement liés au cadenassage ou à la sécurité des machines. Le principal objectif, c'est vraiment la caractérisation du cadenassage dans le secteur des affaires municipales. Et cet objectif principal, on peut le diviser en 4 sous-objectifs. Premièrement, identifier les situations de travail et les équipements concernés par le cadenassage, c'est-à-dire une cartographie. Deuxième objectif, documenter et analyser les pratiques du cadenassage dans les municipalités qui en font. Troisièmement, identifier les spécificités liées au cadenassage dans ce secteur par rapport aux entreprises. Vous allez voir, nous avons ciblé, nous avons identifié quelques spécificités pour ce secteur. Et finalement, analyser et comparer les programmes de cadenassage déjà développés par les municipalités. La méthodologie est relativement classique, simple, constituée de 4 étapes. Premièrement, recension et analyse des accidents du travail, suivi par la recension et l'analyse des documents de référence sur le sujet. Visite sur le terrain. Nous avons ciblé 15 lieux au départ, puis vous allez le voir par la suite qu'on dépasse un peu ces objectifs de visite. Élaboration, validation et utilisation d'un outil de suivi ou d'un outil de cueillette de données plutôt, sous la forme d'un questionnaire semi-dirigé. Et finalement, analyse des documents et des données terrain. Comme vous pouvez le constater, c'est par rapport à l'ensemble des secteurs, c'est presque 5% des accidents traumatiques pour 2% des travailleurs. Alors on peut dire que ce secteur est relativement à risque. Pour l'élément coincé par de l'équipement ou de la machinerie en marche, nous avons pu dénombrer 127 accidents traumatiques pour la période 1998 à 2007, pour un débours qui dépasse un peu plus d'$1 million pour la CSST. Nous avons aussi analysé 14 rapports d'accidents graves qui ont résulté à des dommages, des décès, des amputations et des brûlures. L'analyse s'est effectuée au niveau des types de travailleurs, l'agent causal, la tâche, etc. Et sur la photo, comme vous pouvez le constater, c'est principalement la machinerie mobile qui est impliquée. Ici, c'est un aérateur. Voilà. Suite à l'analyse statistique et des rapports, il y a quand même une tendance qui se dessine, c'est la machinerie mobile utilisée en hiver, qui semble être relativement problématique. Aussi, nous avons constaté que une des causes identifiées dans les rapports, c'est l'improvisation. L'improvisation lors des interventions
pour le nettoyage, l'entretien, le déblocage, bref, des tâches qui sont vraiment directement liées au cadenassage. Afin de cartographier la pratique, ou si vous voulez, où cadenasser dans le secteur municipal, nous avons analysé plusieurs documents, des manuels, des guides, des fiches, des livres, des normes, entre autres, où le sujet principal n'était pas nécessairement le cadenassage en soi, mais où le cadenassage était présent dans ces documents. Nous avons pu identifier 7 éléments. Ce n'est pas toutes les municipalités qui sont concernées par ces éléments, mais c'est une liste, nous pensons, exhaustive. Premièrement, dans les usines de traitement des eaux, usines de traitement des déchets, bâtiments publics, ateliers, garages, voiries, parcs, espaces verts et réseaux de transport en commun. Initialement, nous avions ciblé 15 lieux municipaux. Alors, nous avons pu visiter 23 lieux, mais dans 12 municipalités. Okay. Puis, comme vous pouvez le constater, majoritairement, les visites ont été effectuées dans des grosses municipalités. Alors, l'étude, c'est une des limites de cette étude, n'a pas de valeur statistique en soi, parce que, étant donné que majoritairement, les municipalités, c'est des petites. Mais on s'est rendu compte que les endroits qui étaient aptes à nous accueillir, qui voulaient bien nous accueillir, c'était principalement les grosses. Parmi ces municipalités, les 12 municipalités, nous avons pu recueillir et analyser 10 programmes. C'est-à-dire que vous avez 2 municipalités qui font du cadenassage sans programme. Okay. Alors le programme de cadenassage, par rapport à une procédure de cadenassage, le programme, c'est la politique de gestion sur le cadenassage. C'est les fiches, c'est le matériel, la formation, responsabilité, etc., etc. Alors, vous avez 2 municipalités où il y a du cadenassage qui se pratique sans politique, sans fiches. Par contre, vous avez 7 municipalités où les fiches, minimalement, à un endroit donné, nous avons pu observer, collecter des fiches. Ça se peut que ce soit le seul endroit d'ailleurs, dans la municipalité, mais il y avait des fiches qui étaient présentes. Par rapport aux accidents qu'on retrouve dans la bibliographie et par rapport à la cartographie qu'on a établie précédemment, nous avons dépassé nos objectifs de visite au niveau des usines de traitement d'eau usée et potable et les stations de pompage, principalement parce que c'est les endroits où il y avait plus de cadenassage qui se faisait. Les municipalités d'ailleurs, quand on les appelait, c'était là où ils nous amenaient pour observer le cadenassage. Ce qui fait un peu de sens à mon avis, étant donné que ces installations ressemblent plus à des usines. Au niveau des équipements mobiles, nous avons pu observer une procédure. Au niveau des arénas, des bâtiments, loisirs, etc., les objectifs de visite ont dépassé un peu les objectifs ciblés initialement. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, nous avons pu collecter, analyser 10 programmes de cadenassage, mais 8 de ces programmes étaient rédigés récemment. Alors, l'étude a débuté en 2010, si ma mémoire est bonne, et on parle de programmes qui ont été rédigés en 2009 et 2010, alors même très récemment. La moitié de ces programmes ont été rédigés suite à une intervention de la CSST, puis l'autre, ça a été des initiatives internes. 8 des 10 programmes de cadenassage étaient personnalisés. C'est un point quand même intéressant à souligner, parce qu'un programme, on peut presque le télécharger sur Internet, mais si on ne l'adapte pas à notre réalité, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Alors ils ont fait l'effort de personnaliser le programme. Et les programmes que nous avons analysés sont relativement complets. Ça, c'est par rapport au guide de l'IRSST qui découle de la première étude de la thématique. Une des difficultés qu'on retrouve à chaque fois, ou qui nous a été rapportée lors de chaque visite, c'est le processus de création des fiches de cadenassage. Alors la fiche de cadenassage, comme vous le savez déjà, c'est la procédure qu'on suit pour appliquer le cadenassage, quoi. C'est-à-dire exactement c'est quel dispositif couper, où le dispositif se retrouve, quelle étape faire, etc. Dépendant de la grosseur de la municipalité, du nombre de travailleurs impliqués, mais principalement de l'équipement en place, le nombre de fiches peut monter jusqu'à 3000. Pour les petites municipalités, avec des installations, mettons, plus simples, ça peut tourner autour de 20. Alors, vous pouvez voir, pour les grosses municipalités, ce processus, c'est important, il faut le planifier. Il y a aussi la gestion documentaire des fiches, ça c'est-à-dire quel type de logiciel utiliser, est-ce qu'on achète un logiciel dédié ou est-ce qu'on peut utiliser Word, Excel, peu importe, pour faire des fiches type maison, quoi. Les règles de base sont relativement respectées quand le cadenassage est pratiqué. Le matériel de cadenassage est organisé par poste dans les bâtiments, mais aussi qui se retrouve dans les véhicules pour les équipes mobiles. L'accès aux fiches se fait à 3 niveaux.
informatique, poste informatique fixe dans les bâtiments, où les fiches sont dans des classeurs, mais aussi une invention, pour nous c'était une découverte quand même, une municipalité a développé une tablette portative où les fiches sont téléchargées live, quoi, voilà, en ligne. Alors ça c'est quand même intéressant. Au niveau de la formation, il y a très peu de formations pratiques qui s'effectuent, c'est-à-dire les gens que nous avons rencontrés, les responsables de cannassage que nous avons rencontrés, la formation se résumait à 3 heures de formation aux gens, c'était quoi le cannassage, en gros, voici le programme, et that's it, go. Il y avait très peu de formations pratiques, pas de démonstration et pas nécessairement d'accompagnement. La gestion des situations particulières, c'est-à-dire dans les cas où le cadenas est oublié, ou dans les cas où il existe un changement de quart de travail, ou même l'intégration des sous-traitants est vraiment mal intégrée ou mal gérée. Au niveau des audits, il n'y en a pas. Le cannassage est relativement récent. Ils n'ont pas fait d'audit. Nous n'avons rien collecté à ce niveau. Et problème au niveau de la sous-traitance, de la supervision, mais aussi au niveau du programme. C'est-à-dire si le sous-traitant utilise un programme, une procédure de cannassage qui est différente de la municipalité, il y a des risques associés à cela. Quelques points organisationnels que nous avons pu noter, étant donné que le cannassage est pas mal en implantation, il y a un gros problème de résistance au changement. Les travailleurs qui sont habitués à travailler d'une certaine façon ne sont pas nécessairement ouverts à des procédures de cadenassage. Par rapport à l'aide externe pour l'implantation du cadenassage, nous avons visité des municipalités qui ont fait affaire avec des firmes, c'est-à-dire des programmes clés en main. Ils ont sous-traité au complet le cadenassage. C'est-à-dire la firme rédige la fiche, prépare la fiche, forme les travailleurs, fait tout de A à Z, sans nécessairement l'implication des gens de l'interne, des travailleurs. Et on s'est rendu compte que dans ces cas-là, le cadenassage ne fonctionnait pas beaucoup. Ça ne marchait pas bien. Par contre, nous avons aussi vu des cas où la personne, la ressource externe, accompagnait le travailleur, c'est-à-dire donner une formation, mais c'était vraiment les gens de la municipalité qui s'impliquaient pour rédiger les fiches, puis pour identifier les problématiques. Finalement, ils se l'appropriaient. Alors ça, à notre avis, c'est peut-être plus porteur. Puis ça pourrait aussi avoir un impact sur la résistance au changement, étant donné que les gens participent, ils sont moins aptes à ne pas appliquer les changements qu'ils apportent. Au niveau de la gestion documentaire du cadenassage, question qui a été soulevée à plusieurs reprises, c'est-à-dire est-ce qu'on doit acheter un logiciel dédié ou est-ce qu'on peut utiliser les logiciels qui existent? C'est vraiment du cas par cas. Nous avons eu des exemples où les gens ont fait de tout A à Z sans logiciel dédié et le cadenassage semble bien fonctionner. Puis d'autres où ils ont investi des centaines de milliers de dollars, mais où le cadenassage existe en théorie uniquement. Et au niveau de la sous-traitance, il y aurait toute une réflexion à avoir parce que la municipalité, ce n'est pas comme une usine où c'est plus contrôlé, c'est comme un territoire. Ce n'est pas toujours clair c'est qui intervient où. Les services ne se parlent pas nécessairement. Alors, une spécificité des municipalités, c'est au niveau de justement ce territoire, c'est-à-dire les lieux sont pas mal disparates, les types d'équipements varient énormément, les structures ne sont pas les mêmes qu'au niveau des entreprises. Alors, ça, c'est une spécificité, à notre avis, propre à ces municipalités. Et bien entendu, il faut anticiper quelques problèmes que nous avons pu identifier dans certaines municipalités, c'est-à-dire le travail isolé, localisation des fiches, les audits, les revues, mais aussi travail isolé et extérieur, étant donné que l'idée, c'est aussi de faire profiter les municipalités qui sont en phase d'implantation des erreurs des autres municipalités, il y aurait peut-être un arrimage à faire. Difficulté technique se situe plutôt au niveau des équipements mobiles, c'est-à-dire l'absence de cadenassage finalement lors des interventions sur l'équipement mobile. Une municipalité seulement l'a pris en considération et nous a montré une procédure, ils ont simulé une procédure de cadenassage. Alors c'est un problème de prévention, étant donné que les statistiques et les rapports d'accidents montrent clairement que c'est là où le bas blesse. Tant qu'à investir quelque part, il faudrait peut-être le prendre en considération. Dans la littérature, nous avons quand même pu identifier des solutions qui existent dans d'autres secteurs. Par exemple, si on retire la clé du démarreur, on place la clé dans une boîte de cadenassage installée dans la cabine,
et placer son cadenas personnel. C'est une étape, c'est l'étape de condamnation. Mais bien entendu, il y a toutes les autres étapes. C'est-à-dire la purge, la dissipation. Par exemple, au niveau de l'hydraulique, si la chargeuse, la benne elle est surélevée, il faut s'assurer qu'elle soit à énergie zéro, soit avec des cales ou par terre. Voilà. Il y a tout l'aspect énergie résiduelle aussi à considérer. Lorsque la clé n'est pas unique, une solution technique serait de couper au niveau de la batterie, de condamner avec un coupe-batterie finalement. Voilà. Alors, je l'ai souligné rapidement, au niveau des dispositifs d'isolement qui se retrouvent dans tout l'ensemble des municipalités, une difficulté technique, c'est l'absence de ce dispositif de cadenassage pour ce type de valve. Il n'existe pas. Alors, les gens ne savent pas trop comment faire du cadenassage sur ce type de dispositif. Et ça a été dans l'ensemble des municipalités. Ils utilisent des trucs du genre, on le peint en rouge, on le peint en vert pour signaler qu'il y a de l'énergie, que c'est fermé, mais c'est pas très clair, quoi. Tout ce qui est contrôle à distance devient un incitatif pour faire le cadenassage. Alors ça, c'est une évolution. De plus en plus, il y a pas mal d'équipements qui sont contrôlés, même par Internet, on l'a vu. Alors, ce qui fait que la maîtrise des énergies, de façon locale, par le cadenassage, devient plus pressant, plus pertinent, quoi. Au niveau de l'alimentation de secours, dans ce secteur, il y a pas mal de backup au niveau des usines, etc. Alors, si on fait du cadenassage, il ne faut pas oublier la génératrice, parce que ça peut partir et il peut y avoir des accidents. L'APSAM a créé sur son site il y a quelques années un plan d'implantation d'un programme de cadenassage. Et notre étude, ce que ça a permis, c'est on a utilisé le modèle, le squelette de l'APSAM, mais on l'a quand même bonifié par les résultats de l'étude. Par exemple, si on arrive à l'étape 3, inventaire des équipements, là on dit je serais fan d'avoir les ressources internes qui sont impliquées, mais surtout ne pas aussi oublier les équipements mobiles, etc. Alors pour toutes les étapes de ce modèle d'implantation, nous avons pu bonifier chacune des étapes par les résultats de l'étude. Je tiens quand même à souligner deux limites de notre étude. L'échantillon obtenu n'a pas de valeur statistique. On a visité principalement les grosses municipalités, mais au Québec, majoritairement, c'est les petites. Et nous avons pu observer que du cadenassage simulé, pas de cadenassage réel. Principalement, à mon avis, c'est dû à la durée des visites. Quelques heures, ce n'est pas évident de planifier du cadenassage si c'est de la maintenance corrective, etc., etc. Alors, ça a été du cadenassage simulé. Voilà. Merci.